Merci de votre attention. Vous savez, quand Robert m'a demandé de présider une session sur les transports, et donc je le fais avec grand plaisir. Et à l'origine, nous devions être 3. Il y avait un certain monsieur X qui devait être à la tribune, mais le monsieur X ne s'est pas matérialisé, donc finalement nous ne sommes que 2, monsieur Philippe Delors et moi-même. Alors Philippe, je ne le présente pas, tout le monde le connaît, c'est un habitué de nos réunions, mais quand même, dites-vous bien, c'est le directeur des relations internationales d'Alstom. Et donc, je ne sais pas si hier, ceux qui sont venus, en tout cas avec le petit bus de l'aéroport, vous avez traversé une voie ferrée, une voie de tramway. Bien, ce tramway, c'est un tramway Alstom, n'est-ce pas? Là, je n'ai vu que les voies, je n'ai pas encore vu le... Oui, mais voilà. Alors, en ce qui me concerne, je vais parler des progrès techniques automobiles et de la croissance du marché mondial. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai su le sujet que Robert souhaitait me voir aborder, je me suis évidemment tourné immédiatement vers un jeune collaborateur. Il lui a dit « prépare-moi quelque chose sur l'Afrique, et en particulier l'Afrique du Nord ». Et donc voilà avec quoi il est revenu. Je dois vous dire que c'est un peu décevant finalement, parce qu'on ne va pas tellement parler de l'Afrique, parce que pour l'instant, l'Afrique, du point de vue automobile et production automobile, c'est quand même pas énorme. Mais avançons, alors. Voilà. Bon alors, là vous avez sur ce transparent la croissance du marché automobile, les prévisions jusqu'en 2017, c'est-à-dire en fait demain. Hein. Et comme vous voyez, en dehors de la crise de 2008-2009, on a là une progression qui est une progression substantielle. Et cette croissance provient principalement des pays du Sud. Alors, le pays du Sud, il faut bien voir que quand on est dans l'industrie automobile, les pays du Sud, c'est pas vraiment l'Afrique. Hein. Les pays du Sud, c'est en fait l'Asie. Hein. Et naturellement, parmi l'Asie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Vietnam, voilà les pays qui sont, la Thaïlande, voilà les pays qui sont aujourd'hui considérés comme les pays les plus porteurs en termes de croissance automobile. Là, vous avez la comparaison entre 2000 et 2012. Vous voyez que ce qu'on appelle les marchés... Pardon, oui, ah oui. Ce qu'on appelle les marchés mûrs, matures, ça c'est un anglicisme, là, les marchés mûrs, passent de 74% du total à 43%. Alors, qu'est-ce que c'est les marchés mûrs? Eh bien, c'est en gros l'Europe, les États-Unis et le Japon. Hein. Tout le reste, vous voyez la diminution substantielle de ces marchés mûrs par rapport à l'émergence du reste. Alors, sur l'Afrique, on a en fait très peu de données parce que... Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ah, voilà, oui, c'est animé, oui. Donc ici, vous avez des marchés mûrs quasiment saturés, hein, comme vous pouvez le voir. Là, vous avez en gros le niveau 2010, et puis en plus clair, le total, c'est-à-dire le maximum qu'on peut... Donc, vous voyez que là, j'ai oublié la Corée tout à l'heure, hein, mais la Corée était considérée également comme un marché mûr, quasiment saturé. Par contre, dans les pays dits émergents, dont certains sont largement émergés d'ailleurs, vous avez un potentiel qui reste très important et que je vais vous montrer immédiatement. Voilà. Alors, vous avez l'Europe de l'Est, la Russie, le Brésil, l'Asie du Sud-Est, la Chine et l'Inde, dans cet ordre, et avec un potentiel absolument gigantesque en nombre de véhicules pour 1000 habitants. Hein. Alors, une autre façon de montrer ça, si vous voulez, qui est amusante aussi, c'est de regarder comment se déforme la production automobile. Là, vous l'avez en 2000. En 2000, qui sont les principaux producteurs? Les États-Unis. Hein. Et quand je parle des États-Unis, je veux dire également les pays où les Américains font fabriquer, c'est-à-dire le Mexique pour l'essentiel. Le Brésil et l'Argentine, c'est un cas un peu à part, c'est à la fois les Américains et les Européens qui font fabriquer là-bas. Vous avez l'Europe avec l'Espagne, la France, l'Allemagne et un peu l'Italie également, un peu l'Angleterre.
Et puis vous voyez, en Asie, vous avez essentiellement le Japon et la Corée, et puis une toute petite Chine en bleu clair, là. Pour un total de 17 millions de véhicules, c'est-à-dire exactement autant, à peu près, disons un marché à peu près équilibré. Si on passe à 2012, voilà où on en est, toujours à peu près 17 millions de véhicules pour l'Amérique du Nord, le NAFTA, 20 millions de véhicules en Europe, et 17 millions de véhicules en Asie, mais avec une répartition qui commence légèrement à se modifier. Avec une répartition qui commence à se modifier, avec 41 millions de véhicules en Asie et des niveaux sensiblement constants en Europe et en NAFTA. Donc vous voyez la Chine qui émerge là. Et notre prévision, évidemment, c'est que la Chine va devenir un producteur tout à fait majeur et qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu se produire au Japon il y a maintenant quelques décades, va se produire en Chine. On dit, dans quelques années, il y aura 1 ou 2 ou 3 Toyota chinois. Alors si on regarde maintenant les prévisions justement en 2030, vous voyez une production chinoise absolument démesurée, une production asiatique totale d'environ 41 millions de véhicules, c'est-à-dire presque 3 fois ce qu'on verra dans le NAFTA, et puis une production européenne qui sera de l'ordre d'à peu près excusez-moi, je me suis trompé. En 2030, 76 millions de véhicules en Asie, presque 3 fois, pas tout à fait, ce qu'on fait en Europe, et quasiment 4 fois ce qu'on fait en NAFTA. Donc avec une Chine gigantesque, en fait, la Chine à elle toute seule produirait en 2025, je me suis laissé dire que les prévisions disaient une voiture par seconde, ce qui correspond à peu près à 30 millions de véhicules par an. Donc voilà l'idée du challenge auquel nous sommes confrontés, avec une économie européenne dont on peut espérer au mieux que jusqu'en 2020, elle restera stagnante et non pas en décroissance. Bon, alors, ça c'était donc une façon de montrer les choses. La production automobile sur le continent africain, c'est la grande inconnue, parce qu'en fait, ce que j'ai montré sur les cartes, sur lesquelles j'ai très peu commenté, c'est que finalement, en Afrique, en 2030, on verrait 4 millions de véhicules, mais réellement, on n'en sait rien, parce que tout dépendra de la croissance en Afrique. Or, on ne sait pas véritablement. Et tout ce qu'on a pu faire, ces 4 millions de véhicules sont finalement basés, cette estimation est basée sur une croissance qui continuerait à peu près au rythme actuel. Tout dépendra également de la façon dont le décollage interviendra. C'est-à-dire quand aura-t-il lieu et quels acteurs automobiles viendront bénéficier de la croissance du continent et à quel moment. Alors ça, c'est des questions qui sont aujourd'hui totalement ouvertes. Les deux seuls pays qui ont une véritable importance au point de vue automobile aujourd'hui sont l'Afrique du Sud et le Maroc. Alors, sur cette croissance du modèle automobile, quand même, on peut se poser des questions sur la façon dont ça sera fait. Vous voyez, vous avez ici vous avez le smog à Pékin, il va peut-être pas entièrement dû à l'automobile, parce qu'il y a quand même aussi le vent qui vient du désert, là, qui apporte des tas de... mais quand même, on a bien vu la transition de la capitale chinoise du tout vélo au tout automobile. Et donc il doit y avoir là une influence, une relation de cause à effet. Les embouteillages du Caire, tout le monde les connaît aussi. Il faut donc un autre modèle de développement. Ce modèle de développement, il est basé finalement sur la réduction de la consommation, sur deux choses. La réduction des émissions de CO2, des émissions de particules, et deuxièmement, sur l'amélioration de la sécurité. Bon, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Et là encore, malheureusement, je ne peux pas vraiment parler de l'Afrique, parce qu'en Afrique, il ne se passe pas grand-chose. Mais les réglementations dans les pays qui sont des pays producteurs sont des réglementations en Chine qui deviennent similaires à celles des pays de l'OCDE, avec en taux de CO2 en fonction du temps. Là, vous voyez qu'il y a une convergence
vers 2025, en fait, même avant, vers 2020, de la plupart des réglementations. Il faut bien voir que ces réglementations sont vues, c'est naturellement extrêmement noble et de lutter contre les émissions de CO2, hein, c'est quelque chose de... Mais d'un autre côté, c'est aussi un avantage compétitif qui est jalousement protégé par les constructeurs, naturellement. À partir du moment où on accepte l'idée que le changement climatique, premièrement, existe, deuxièmement, est dû aux émissions de CO2 émises par l'homme, eh bien à ce moment-là, et troisièmement qu'il faut les réduire, eh bien à ce moment-là, pour un industriel, c'est quelque chose qui se transforme immédiatement en comment vais-je faire pour faire ça au meilleur coût et en faire un avantage compétitif, une norme, un standard qui fera que je resterai toujours en avance par rapport, enfin pendant un certain temps, en avance par rapport aux Chinois ou par rapport aux qui que ce soit d'autre. Hein. Alors, ceci dit, on a parlé tout à l'heure je crois, on a parlé un peu de bioéthanol. La quasi-totalité des véhicules légers du Brésil sont maintenant capables de fonctionner avec une part importante de bioéthanol. Ça, c'est une des façons dont certains pays utilisent leurs ressources naturelles et d'autre part peuvent se targuer de faire quelque chose contre les émissions de CO2. Les solutions techniques qui sont proposées d'ailleurs par Valeo, mais également par nos concurrents, c'est des moteurs plus petits, hein, c'est les véhicules hybrides, les hybrides électriques, c'est l'allègement des véhicules, et c'est également les systèmes, quand je parle d'hybride, le stop-start, c'est le degré zéro de l'hybride, je dirais, mais c'est aussi un moyen, finalement, d'économiser les émissions de CO2. Aujourd'hui, une voiture, vous prenez une Audi A6 6 cylindres, cette voiture est comment dire, un dinosaure pratiquement, hein, bien que ce soit une voiture très agréable à conduire, c'est un dinosaure. La prochaine version sera évidemment hybride. Même les petites voitures sont déjà hybrides. La Toyota Yaris, vous avez une version hybride. Le véhicule électrique, les prévisions des constructeurs, sauf Renault, pour l'instant, et encore, ils sont un peu en train de changer d'avis, c'est qu'il y aura maximum 2-3% de véhicules électriques. Ça fait quand même beaucoup de voitures, hein, mais pour des usages, tant qu'il n'y a pas une révolution dans les batteries, on ne voit pas du tout le véhicule électrique réellement décoller, en dehors des applications citadines. Sur la réduction des accidents, un enjeu vital, et si vous voulez, les solutions techniques, là, il y en a de toutes sortes. Il y a naturellement l'amélioration des infrastructures, l'amélioration des comportements, mais également vous avez des solutions d'assistance à la conduite, en particulier dans les pays qui peuvent se permettre, dont les citoyens peuvent se permettre ce genre le purchasing power approprié. Si vous voulez, c'est l'assistance à la conduite, c'est des choses qui maintenant commencent à être là aussi en série sur les voitures, qui peuvent vous permettre de détecter la moto qui veut vous doubler, de freiner automatiquement quand le véhicule de devant freine, de signaler les changements de fil, d'éventuellement corriger. Donc tout ça, c'est la conduite active, et ces conduites actives, c'est également un domaine dans lequel nous travaillons. Un mot sur Valeo pour terminer. Nous avons un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros, 72 600 collaborateurs. Pour vous donner une idée, nous avons en Chine, pour vous donner une idée de l'importance de la Chine pour nous, nous avons 22 usines en Chine. Alors les usines Valeo, ce n'est pas des trucs gigantesques, hein, mais c'est quand même des investissements substantiels. 22 usines sur 16 sites et on en ouvre quasiment une tous les 2 mois. L'effort de recherche et développement, 10% du chiffre d'affaires. Alors, dans recherche et développement, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses très, très amont. Et puis, vous avez des choses qui sont véritablement de la customisation. On met tout ça là-dedans. Mais enfin, c'est pour vous montrer que les équipementiers automobiles, en fait, on propose des solutions. Souvent, il y a des collaborations avec les constructeurs, mais vous avez une tendance qui est assez lourde quand même, qui est les constructeurs deviennent finalement des assembleurs de plus en plus et se fournissent autour d'équipementiers finalement qui produisent des technologies très avancées, et Valeo comme Bosch, comme Conti, comme Denso au Japon, etc., sont assez en avance sur un certain nombre de sujets. Les 2 axes étant les plus importants de la stratégie
de notre société, la réduction des émissions de CO2, l'innovation en particulier sur l'aide à la conduite, et puis l'Asie et les pays émergents. Alors vous allez me dire, bon, mais tout ça, c'est bien gentil, mais enfin, on est dans le dialogue Nord-Sud, etc. Qu'est-ce que vous faites en Afrique? Alors, ça, c'est juste pour, ici, vous illustrer, illustre le déplacement du centre de gravité des ventes de Valeo, si vous voulez, puisque aujourd'hui, l'Asie et les marchés émergents sont passés de 37% en 2007 et on les voit à plus de 60%. Et Valeo se localise là où les marchés se développent. Donc tout espoir n'est pas perdu, parce que nous sommes quand même en Afrique, et en particulier au Maroc, où nous avons suivi Renault, en quelque sorte. Et nous avons une usine maintenant à Tanger. Nous avons une usine qui est pour la production locale. La production locale étant la production de Renault, en l'occurrence. Nous avons une usine en Tunisie qui exporte essentiellement. Et nous avons une usine en Afrique du Sud. Et enfin, au Caire, nous avons un centre de compétences mondiales pour le software, dont nous sommes extrêmement satisfaits. D'ailleurs, tout le monde va en Inde, mais en fait, on va en Égypte, on trouve exactement les mêmes compétences, et même mieux. Et je veux dire, ce centre est un grand succès. Les événements, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, n'ont pas affecté notre façon de travailler. Et je pense que dès qu'on aura des signes de décollage de l'économie, dès qu'on verra les constructeurs réellement s'implanter, à ce moment-là, bien sûr, certainement, on suivra. Voilà, merci beaucoup.